Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Sweet Podcast. Je suis Kim de My Sweet Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Julien Combre pour parler de flying photo. Il vous révélera ses trucs et astuces pour prendre de superbes photos avec ce fameux effet de lévitation, effet volant. Alors, attrapez vos capes et vos balais et on se retrouve dans quelques secondes dans l'épisode. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects, cuisine, photo, marketing, business. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Hello Julien, bienvenue dans My Sweet Podcast et merci d'être là. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photos culinaires et plus précisément de la flying food. Donc tout d'abord, je te laisserai te présenter s'il te plaît à nos auditeurs et à nos auditrices. Salut Kim. Du coup, pour commencer, moi j'ai commencé la photo il n'y a pas si longtemps que ça. C'était vraiment au premier confinement. J'ai mon voisin qui s'est lancé dans la pâtisserie et je lui ai proposé comme ça de lui faire les photos. Donc au début, Génial. c'était avec mon téléphone. Et ça t'est venu comme ça spontanément ou est-ce que tu étais déjà un passionné de photos en général? Pas spécialement passionné, mais j'ai toujours bien aimé la photo. J'en ai pas vraiment fait. Quand j'étais en licence, j'ai eu quelques petits cours de photo déjà qui m'ont expliqué tout ce qui était ISO, ouverture, vitesse d'obturation. Donc c'est vrai que partant de là, c'était déjà pratique d'avoir cette base. Mais sinon, non, après, j'ai surtout un gros bagage en Photoshop depuis que je suis tout petit. Ok, Tout petit, comment ça c'est se... à peu près 15 ans, donc je suis à peu près l'an 2000, quoi. Donc j'ai commencé avec Et les premières versions enfin, pas les premières, mais je crois que j'ai commencé avec Photoshop 6. Et du coup, d'accord. au début, c'était surtout pour rigoler, genre mettre ma photo sur le corps de quelqu'un d'autre ou ce genre de truc. D'accord, donc tu faisais plutôt des petits montages un peu Voilà, c'était plus du humoristiques. photomontage, quoi. Pas de trait à la photo culinaire à ce moment-là. Et Et ça, du tu coup, t'es donc, formé, tu t'es formé tout seul en non, autodidacte alors oui, sur Photoshop? j'ai une grande habitude avec le fait d'être autodidacte. Donc c'est vrai que j'aime bien apprendre les trucs tout seul, à mon rythme. Et c'est vrai que des fois, le fait juste de chercher les informations et d'aller trouver ce qui peut être utile pour apprendre un nouveau truc, c'est rien que ça déjà, je trouve ça déjà super intéressant. Ouais. Bah, moi, je suis hyper d'accord avec toi. Enfin, je me suis aussi reconvertie, je suis autodidacte, j'adore apprendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve dommage parce qu'avec un petit peu le parcours scolaire typique, on a tendance un peu à penser qu'une fois qu'on a un job, ça suffit, on ne doit plus apprendre. Et bah, moi, je trouve ça hyper dommage. Donc, j'adore apprendre aussi. Donc, pardon, je te laisse Ça. Et puis c'est poursuivre. vrai qu'après, tu es tenté toujours de faire des formations, mais quand tu commences à te former un petit peu tout seul, en allant chercher des trucs sur YouTube ou un peu partout, tu commences à expérimenter, tu deviens pas mauvaise à ce que tu fais, et au final, quand tu te dis maintenant il me faudrait une formation pour approfondir, ben, tu te rends compte que quasiment toutes les formations, ça reprend la base, et du coup, tu te dis 80% de cette formation ne servira à rien en fait. Ouais, ça, c'est un petit peu le problème. Mais du coup, est-ce que tu avais quand même fait des formations en Photoshop ou pas du tout? Non, je me rappelle Photoshop, j'ai découvert ça vraiment par hasard à l'époque des vieux modems internet où j'étais tombé sur un forum où il y avait des mecs qui se faisaient des signatures sur le forum avec des formes en 3D, enfin en fausse 3D du coup sur Photoshop et du coup c'était pas mal pour apprendre, absolument inutile. Donc dans la vie réelle Bon, on sait jamais, hein, ça peut-être que... servait vraiment à rien, mais c'est vrai que ça m'avait pris pas mal de temps et comme je me passionne assez facilement pour les trucs, j'étais assez intéressé par ça, ouais. Bah écoute, c'est top. En tout cas, c'est vrai que tu as l'air de maîtriser hyper bien Photoshop. Enfin, j'étais assez impressionnée avec notamment, c'était ta photo du burger là, qui était magnifique, avec toutes ces étages, la lévitation. C'était le ketchup qui était en lévitation, vraiment C'est mayonnaise, ça, le ketchup, ketchup. la mayo et les oignons frits au final qui volaient tout autour. Ça, Mais ap- franchement, j'ai adoré.
Après, c'est vrai que bon, ça, j'en parlerai après dans le comment faire la flying photo, parce que c'est vrai que tu as vraiment deux façons de faire que j'expliquerai. Et moi, c'est plutôt la façon compliquée où j'ai pas un super bon éclairage. Du coup, je suis obligé de figer le mouvement de mes objets pour pouvoir les prendre en photo. Du coup, quand tu vois sur ma photo le ketchup qui vole, par exemple, ben, le ketchup, il a été pris en photo à l'horizontale sur une assiette et ensuite il a été sorti de son contexte à Photoshop pour Donc, être mis en oui. mouvement. Justement, on en avait parlé et j'étais impressionnée, quoi. Mais quand tu dis que t'as pas un bon éclairage, enfin, tu shootes en lumière naturelle, du coup, Alors en général, ou quand en je shoot, lumière... c'est souvent le soir. Ah ouais, La semaine, j'ai pas le temps en journée vu que je travaille. Et le week-end, souvent, j'ai autre chose à faire. Et du coup, c'est le soir vers 9 heures en général. Et ah du ouais. coup, j'ai une petite lampe que je me suis bricolée, une sorte de softbox. Et ça permet de prendre quelques photos, mais c'est vrai que ça permet pas de figer le mouvement comme tu pourrais avec un flash ou avec un plein soleil, quoi. Ouais, bah, je vois tout à fait parce que j'avais le même problème. Moi, avant, je travaillais dans le marketing dans des grandes entreprises et j'avais lancé mon blog en parallèle et du coup, je me retrouvais toujours à faire les photos à 21h, 22h, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'était hyper difficile. En plus, à l'époque, pareil, je faisais aussi des photos avec mon téléphone portable, donc j'utilisais pas du tout Lightroom ni rien, donc je pouvais pas retoucher l'exposition, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'était un petit peu un challenge. Donc écoute, si dans le futur, tu as la possibilité de le faire, en tout cas en début de journée, ça c'est clair que je pense que ça pourra plus t'aider. Ben, Ou j'ai plutôt alors, ouais, prévu comme tu dis l'achat d'un d'abord, flash, ouais. voilà, Je pense que les c'est deux options. Ou, c'est ça. mais après, bon, le rendu n'est pas tout à fait pareil, hein, je trouve, Ah entre ben lumière c'est pas le naturelle soleil, ouais. et C'est lumière artificielle. Mais bon, en tout cas, bah, je me réjouis de voir ça. Et attends, du coup, on s'était un petit peu perdu dans ton parcours parce que tu me disais que tu avais commencé à t'intéresser à la photo culinaire durant le premier confinement parce que tu commençais à prendre des photos pour un de tes amis qui s'est lancé dans la pâtisserie. Donc, au début, tu as fait ça juste avec ton smartphone, c'est ça? c'est ça, voilà. C'était juste avec le téléphone. Et donc, suite à ça, donc au début, je connaissais pas Lightroom. Je connaissais que Photoshop. Donc, c'est vrai que je trouve que les retouches couleurs, exposition et tout ça dans Photoshop, c'est pas super, super. Et donc, suite à ça, j'ai installé Lightroom. Et là, ça a été vraiment la révélation, quoi. C'est vrai. Moi aussi, enfin, je travaille pas beaucoup avec Photoshop parce que, enfin, comme tu sais, je fais pas énormément de flying photo ou ce genre de choses, donc je fais pas trop de montage. Enfin, là, je m'étais amusée un petit peu avec une photo de cocktail. Je crois que je l'ai pas encore postée avec des glaçons que j'ai Hmm. rajoutés qui tombaient depuis ma main. Mais c'est vrai que moi, j'utilise aussi plus Lightroom et je trouve génial en fait vraiment l'infinité d'options qu'on a pour modifier une photo. Et du coup, pour Lightroom, par contre, tu t'es pareil formé de manière autodidacte? Ben, c'est ça. Au début, j'ai commencé avec Lightroom sur le téléphone. Parce que j'avais très envie d'essayer de prendre des photos en format brut. Et les photos de mon iPhone le permettaient pas. Et donc oui, j'ai vraiment vu la différence entre ce qu'on peut, l'exposition qu'on peut corriger, les couleurs avec le format brut. Et suite à ça, donc je l'ai installé sur l'ordinateur. Et c'est vrai que bon, c'est quand même vachement plus pratique sur l'ordinateur puisqu'il y a les retouches localisées comme le pinceau ou les dégradés radio. Mais Exact. c'est vrai que ouais, c'est un super logiciel. Bah, je suis d'accord avec toi. Même si enfin, justement, le pinceau, les corrections de retouche, pour moi, ça a tendance un petit peu à faire planter mon ordinateur. Je sais pas si tu as le même problème. Je pense qu'il doit peut-être pas être assez puissant ou assez neuf, mon ordinateur, parce qu'il rame énormément Ça quand je m'est fais des arrivé petites une fois. corrections. Et c'était surtout quand je faisais les retouches avec la sélection automatique. Quand tu essaies de demander à l'ordinateur de sélectionner en fonction des couleurs ou en fonction du contraste, plus tu en fais des pinceaux comme ça et plus il perd les pédales. Donc, Ok, non, moi non, ça m'est pas je fais des retouches jamais... assez simples ouais, au niveau du pinceau. Ouais, peut-être. Et puis, du coup, pour revenir à ton parcours après toutes ces petites parenthèses, donc tu disais que tu as commencé sur le smartphone, tu as installé Lightroom, et puis tu t'es formé comme ça de manière autodidacte. Est-ce que tu as suivi aussi des formations liées à la photo culinaire ou comment tu as procédé? Non, c'est pareil, rien du tout. Alors moi, mon formateur principal, c'est YouTube. Et je sais que j'ai commencé à lire les vidéos de The Bite Shot, Oui, qui est ouais, Johnny Simon, qui est super intéressante. Bon, exact.
il faut regarder en anglais, mais c'est pour moi, j'ai pas de souci avec l'anglais. Et Oui, j'ai vu, t'es bien en fait. Bien. Tu es... surtout à l'écrit, ouais. D'accord. Non, mais Faut c'est pas que top, tu c'est te mettes vrai. à me parler en anglais à l'oral, je vais avoir du mal, mais à l'écrit, ouais, j'ai aucun souci. Oui, j'avais vu aussi un peu d'interviews durant le sommet. Je ne sais pas si tu connais Jenna Carlin. Elle a organisé un sommet de la photo l'année passée. D'ailleurs, elle va refaire une édition cette année. Et en gros, c'était alors, je sais plus si c'était International Photo Summit ou quelque chose comme ça, avec pas mal d'intervenants. Je pense qu'il y avait une trentaine de participants et justement, c'est là que j'avais découvert The Bite Shot. Et par contre, j'ai pas regardé ses vidéos. Donc elle fait aussi des vidéos sur YouTube où elle explique, elle donne des petits conseils en photo culinaire, c'est ça? Ouais, c'est pas seulement des petits conseils, c'est presque une formation complète. Si tu prends ces photos depuis le début, tu peux arriver à un bon niveau en photo, je pense. Ouais. Ok, génial. Alors ça, c'est peut-être une information qui peut être intéressante pour nos auditeurs. Donc je mettrai le lien en bas, en note du podcast. Donc ça, je trouve sans trop de difficultés, non, sur YouTube. Ah oui, T'as juste été même sur quand tu sa tapes chaîne photo YouTube. culinaire ou food photographie, c'est ce que tu vas trouver en premier, je pense. Parfait. Top, top, top. Et du coup, ensuite, tu as investi dans un appareil photo. Ou Finalement, ouais, next step. après avoir hésité, je me suis dit non, pour faire de la profondeur de champ, va pas y avoir le choix, va me falloir un appareil photo. Donc j'ai trouvé un petit appareil photo, un petit réflexe Canon, avec un objectif 50 mm, qui est une bonne ouverture et qui permet justement de faire des jolis flous. Et donc je fais avec ça depuis. Génial. Et tu projettes aussi d'investir, si possible, dans un autre objectif, non? On avait parlé, je me rappelle plus si tu me parlais du 20, Oui, non, du du 24 70 ou du mm. 24. 24 C'est ça. mm plutôt? Bah, disons que ça diviserait par deux, oui, la distance à laquelle je suis obligé de tenir mon appareil. Donc pour les photos vues de haut, ça serait un gros plus parce que là actuellement quand je veux prendre en photo une scène assez grosse, vu que ma scène est surélevée d'à peu près 50 cm, en gros il faut que je monte sur un escabeau et que je tienne l'appareil photo au niveau du plafond quoi, pour avoir tout à Exact. l'intérieur. Oui, justement, est-ce que du coup, ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux en dire un peu plus à nos auditeurs sur un petit peu ton setup quand tu fais des photos, comment tu t'organises? Est-ce que du coup, tu m'as dit que c'était surélevé. Tu fais ça sur une table ou tu fais ça au sol ou comment tu procèdes? Un petit Alors peu pour ton installation. c'est une petite table comme une table de salon Ok, sur laquelle je mets mon fond photo. Et donc j'ai ma lumière à côté sur un trépied. Donc la lumière descend pas très très bas, c'est pour ça que j'ai surélevé la scène. Et voilà, donc ensuite à ça j'ai mon trépied pour mettre l'appareil photo. Donc c'est pas un trépied avec un bras déporté qui permet de prendre les photos de haut. Donc les photos de haut, je les prends à main levée. C'est pour ça que si tu regardes mes photos, tu verras que en général, il y a une assez grande ouverture parce que avec la petite lumière et le fait que je sois à main levée, je suis obligé de monter assez fort ouais, en ISO, donc qui permet de régler la sensibilité à la lumière pour ceux qui ne connaissent exact. pas. Merci pour la petite précision. C'est vrai qu'on aborde pas mal de vocabulaire un petit peu technique, donc je pense C'est que je ça. serais Donc aussi quand on monte en euh, ISO, on récupère un petit peu de lumière et en contrepartie, il y a plus de grains dans l'image qu'il faut voilà. effacer ensuite, si on peut. Exact, faut faire attention parce que c'est vrai que si on surexpose la photo avec un ISO très haut, comme tu dis, ça peut poser des problèmes d'un point de vue grain et particulièrement si on a par exemple du blanc, enfin enfin, par exemple une meringue ou ce genre de choses, on peut vraiment perdre la netteté et on peut avoir quelque chose de complètement flou. C'est ça. Après, Exact. ça se corrige dans Lightroom, mais on perd souvent en netteté un petit peu quand même. Donc Voilà, donc j'évite c'est de vrai que dépasser les 800 ISO. c'est vrai, tant qu'à faire. Moi, j'avoue que quand j'ai commencé la photo culinaire, pareil, enfin, j'étais autodidacte, donc j'ai un petit peu fait les choses comme ça. J'ai direct voulu utiliser mon appareil photo en mode manuel. Et c'est vrai que j'avais tendance à aller dans des ISO vraiment élevés, 2000, ce genre de choses. Et ensuite, je me suis aperçue moi-même tout de suite que ça pouvait quand même avoir ses propres limites. C'est ça. Donc la plupart de mes photos, c'est sur trépied en ISO 100. Donc souvent, je me retrouve avec des vitesses d'obturation de 1 seconde ou 2 secondes.
Donc là, il faut vraiment pas bouger quand on prend la photo. Bah, c'est ça, exact. Sinon, voilà, à moins bien sûr que tu veuilles faire exprès. Enfin, je veux dire, si tu veux créer un flou de mouvement, alors dans ce cas-là, il faudrait utiliser Oui, là, c'est idéal dans ce cas. un trépied et c'est sûr. Sinon, c'est sûr que mieux vaut pas bouger. Mais en tout cas, je te remercie pour ces informations. Je pense que ça peut être intéressant pour nos auditeurs. Comme quoi, vraiment, on n'a pas besoin, quand on commence la photo culinaire, ou même après, hein, finalement, d'avoir une installation de haut niveau. Moi aussi, c'est vrai que j'avais commencé juste avec un trépied, pardon, qui n'avait pas de bras. Et pareil, bah, je montais sur des chaises, ce genre de choses pour pouvoir photographier ma scène de haut. Donc, ça fonctionne. Et bien sûr, après, de temps en temps, vous pouvez avoir juste des problèmes de distorsion. Si vous tenez votre, enfin, si votre, je pense que tu sais aussi, hein, si l'appareil Mm. photo n'est pas tout à fait au-dessus de la scène, enfin, n'est pas totalement parallèle, ça peut créer une distorsion verticale ou horizontale, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut corriger dans Lightroom. Oui, Donc ça, c'est ça vraiment, se corrige légèrement. Ouais. voilà, Donc il faut léger. essayer d'être de niveau. Ouais. Ça fait un truc de plus à regarder et à contrôler. Exact. Exact. Et puis, alors, du coup, si on peut continuer un petit peu dans ton parcours de photo culinaire, pour récapituler, On y revient. donc, on y revient, mais que ce sera un petit peu le fil rouge, et puis après, on parlera juste un tout petit peu plus en détail de la flying photo. Donc, finalement, tu as investi dans un appareil photo, et puis voilà, tu t'es formé en regardant les formations dont on a parlé précédemment. C'est Et ça. puis, du coup, à l'heure actuelle, ben, comment tu te positionnes un petit peu par rapport à la photo culinaire? Est-ce que voilà, tu as des envies? Est-ce que tu voudrais envisager de te reconvertir là-dedans? Enfin, voilà, un petit peu quelles sont tes prochaines étapes dans la photo culinaire? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais tester? Enfin, voilà. Désolée, ça fait beaucoup de questions, Ça fait beaucoup mais de tu peux questions. répondre. Moi Non, aussi, après, tu vois, je pars un peu dans tous les sens. il y a pas mal de choses qui me tenteraient. Bon, déjà, dans un futur moyen, j'aimerais bien me lancer dans la vidéo aussi, parce que je trouve que la vidéo, il y a plein de choses à faire. Et sinon, au niveau des photos, là, en ce moment, j'essaie de partir un petit peu sur un angle photo de publicité. Oui, j'ai vu la photo avec les donuts. Voilà, la Très photo avec les sympa. donuts ou la photo de la bouteille de bière l'autre jour. Donc, d'incorporer ça petit à petit. Mais sinon, après, c'est vrai que mon style de photo, c'est quand même des photos plutôt chargées avec des scènes assez larges. Donc, c'est vrai que ça prend pas mal de temps à faire. C'est pas le genre de photo que j'arrive à sortir en 10 minutes. Ouais. Forcément. Du coup, comment ça se passe un petit peu ton processus de création? Et je dirais qu'il y a vraiment trois grosses étapes. Donc, la première partie de réflexion, donc de savoir déjà qu'est-ce que je vais shooter, comment je vais le shooter et surtout quelle histoire je peux essayer de raconter avec les aliments, avec la nourriture. Et durant cette partie, comment est-ce que tu t'inspires? Est-ce que tu as des sources d'inspiration? Est-ce que tu regardes la nature? Est-ce que tu laisses simplement ton cerveau vagabonder Alors ça ou dépend. autre? Des fois, ça peut être juste, on peut me lancer sur une piste en me disant en me lançant sur un thème. Mais sinon, j'ai tendance à aller pas mal sur Pinterest pour voir ce qui se fait avec les aliments que j'ai choisis. Bon, souvent, le problème avec Pinterest, c'est que c'est assez réducteur au final, parce que tu vois des photos et du coup, tu as envie de copier, entre guillemets, ce que tu as vu, même si c'est en incorporant plusieurs éléments de plusieurs photos différentes. Et du coup, oui, c'est vrai que le fait de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, pas forcément dans la photo culinaire, que ce soit dans les films, de regarder comment est disposée la lumière dans une scène, ou juste dehors, regarder comment la lumière interagit avec nos alentours, ça permet des fois de trouver de l'inspiration, que ce soit pour l'angle de photo ou l'éclairage qu'on veut. Et après, après, il faut improviser aussi. On peut Génial. planifier un petit peu, et le reste se fait sur place quand on voit ce qu'on a dans les mains et le décor qu'on peut créer, les accessoires qui vont avec. D'accord. Donc oui, première phase, tu disais, c'est la réflexion. Donc tu t'inspires un peu voilà, de Pinterest, mais pas seulement, aussi d'autres choses. D'ailleurs, ça, c'est vrai que c'est une approche que je trouve vraiment intéressante. Parce que personnellement, moi aussi, j'avais un petit peu tendance à m'inspirer de Pinterest, mais après, je trouve qu'on reste trop figé
et ça laisse pas forcément la place à la créativité. Donc j'aime beaucoup ton approche et est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de temps ça te prend ce processus de réflexion? C'est dur à définir parce qu'en général, ça se passe sur plusieurs jours, voire semaines. Je commence à avoir des idées pour une photo et puis je note l'idée quelque part et puis j'oublie. Et des fois, il y a quelque chose qui me fait y repenser ou alors je reviens sur la liste et je repense à cette photo. Là, je pense par exemple la photo que j'avais faite avec les crêpes et les cuillères qui volent au-dessus avec le Ah oui, caramel qui avec la tombe musique dessus. de Harry Potter, non? T'avais mis la musique. Oui, dans la vidéo pour faire le making-of, j'avais mis Harry Potter d'ailleurs. Et du coup, sur cette photo-là, c'est vrai que ça m'était venu à l'esprit. C'était surtout un copain sur Instagram qui m'avait dit, oh, tu devrais faire voler du caramel non, à la base, il m'avait dit de faire voler des crêpes avec du caramel. Donc l'idée était restée et au final, je m'étais dit que faire voler les crêpes, c'était pas forcément une super idée et que j'allais plutôt faire voler le caramel. Et c'est un jour en me réveillant que j'ai eu cette idée de faire avec les cuillères, de faire une sorte de cascade de caramel qui descend sur les crêpes. Franchement, c'était top, hein. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé hyper artistique. Enfin, franchement, génial. Ouais, c'était vraiment Donc, la première photo l'image que j'avais en tête de ce que je voulais faire ressemble au final à la photo. En photo, c'est la première photo où j'ai réussi à traduire ce que j'avais dans la tête euh, de manière visuelle, quoi. d'accord. Donc, en général, tu as quand même un peu un écart entre ta phase un petit peu de réflexion et la phase de création. Ah C'est ben, la ça? phase réflexion, souvent, c'est un petit peu Hollywood, hein. Tu penses à tout ce qui pourrait se passer. C'est- Et puis après, tu redescends sur Terre, tu vois les accessoires que tu as réellement et le décor aussi, parce que des fois, c'est beaucoup plus visuel dans la tête que ça peut l'être en vrai, quoi. Donc, du coup, justement, pour la phase de création, comment ça se passe? Tu reprends un petit peu tes idées, enfin les idées que tu as notées, et ensuite tu essayes vraiment de créer un décor, et ensuite tu shootes. Tu fais tout la même journée ou tu fais en plusieurs étapes? Alors non, le shooting donc en général, c'est en une seule fois, sauf si j'ai besoin de faire des repérages d'abord pour voir si un truc va marcher ou pas, parce que des fois, c'est pas techniquement faisable ce que j'ai envie de faire. Donc quand c'est comme ça, oui, je fais des petits tests sans nourriture, juste en prenant des accessoires, en les prenant en photo et en voyant si j'arrive à incorporer comme je veux. Donc là, par exemple, les cuillères, c'était pour arriver à avoir les cuillères toutes seules, sans avoir mes doigts dessus ou sans avoir les pinces pour les tenir. Donc au Et là, du final, coup, justement, comment, enfin, je sais pas si tu veux parler plus en détail de cette photo pour la partie Flying Food ou je sais pas si tu avais choisi une autre photo, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'en savoir un petit peu plus sur ah bah après on peut parler de quelques toutes mes trucs et photos, c'est juste astuces. que là, j'ai celle-ci en image maintenant dans ma tête. Parfait. Donc, Bah écoute, alors, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur volontiers sur cette photo, sur comment tu l'as construite, tes astuces pour avoir ce résultat vraiment de photo volante. Donc voilà, petit récapitulatif pour nos auditeurs. Quand même, on parle de flying photo depuis le ah début ouais. du podcast. Et puis c'est vrai que j'ai pas non plus pensé à expliquer ce que c'était. Donc en gros, vraiment, c'est des photos où il y a des éléments qui volent. Mais du Enfin, coup, oui, en simplifié. ouais. Donc là, il y avait la première partie, donc la réflexion, organisation. Donc là, la deuxième partie serait plutôt ben, le shooting en lui-même. Donc du coup, je vais pouvoir te parler des différents types de flying photos selon moi. Parce que pour moi, il y en a vraiment deux. Donc il y a la vraie, entre guillemets, flying photo, où tu as un bon éclairage qui te permet d'avoir un immense soleil ou alors un flash qui te permet vraiment de figer le mouvement, d'avoir une vitesse d'obturation qui serait très très haute, qui permet quand tu déclenches, d'avoir ton objet en mouvement complètement net à l'écran. Donc, ben, cette partie-là, en fait, tu te mets face au soleil, tu jettes des trucs en l'air, tu les laisses tomber, et quand tu les prends en photo, du coup, ça les immobilise. Donc, cette partie-là, elle est assez simple, j'ai envie de dire, une fois que t'as la partie matérielle. C'est juste que c'est un petit peu basé sur le hasard, tu sais pas vraiment où tes objets vont tomber, donc il faut s'attendre à Exact. faire 100 ou 150 photos Voilà, et à écoute, en garder que quelques-unes, quoi.
Ouais, je confirme tout à fait parce que c'est ce qui m'est arrivé justement avec la photo. Je voulais faire une photo d'un cocktail avec des glaçons qui tombent et avec un splash. Je pense oui, que sans mentir, j'ai dû refaire. Je pense qu'en tout, je devais avoir 100 photos, quoi. Et c'est C'est pour ça ça. aussi qu'après, je me suis amusée à faire un petit montage sur Photoshop parce que forcément, on n'a pas toujours la photo parfaite. Donc après, il faut encore détourer certains éléments et les ajouter. Génial, merci. Donc ça, c'était pour le premier type. Et du Voilà. coup, le Et donc la deuxième. deuxième, la fausse flying photo, entre guillemets, c'est celle où tes objets ont l'air d'être en mouvement, mais ne le sont pas réellement. Donc c'est-à-dire que tu figes tes objets avec tes doigts, si tu as assez de lumière pour ne pas avoir un flou quand tu tiens tes objets, ou sinon, ça se fait pas mal, tu as des espèces de pinces qui se vendent comme des pieuvres avec des bras mobiles, avec une pince au bout, qui te permettent de tenir des objets en, du coup pas en mouvement, non, de figer des objets. Et donc ça, c'est Voilà, en ce que, lévitation. Enfin, voilà, quasi en fausse lévitation, quoi. en Mais fausse oui. lévitation. Donc ça, c'est ce que j'utilise. Donc, D'accord, ok. Ah, c'est super intéressant, ça. tu piques ton objet avec une petite pique à brochette, par exemple. Tu l'accroches à cette pieuvre, enfin, ou à cette pince. Et ensuite, tu prends ta photo avec l'objet à un endroit et tu prends autant de photos que tu as d'objets. Et Donc, du coup, la pince pieuvre, elle tient. Enfin, tu dois quand même avoir ta main qui la tient à l'autre bout, ou non, non, alors elle elle est tient toute seule, elle est fixée au support sur lequel tu shootes. Et si tu veux faire de la flying food, il te faut forcément un trépied puisque tu vas combiner plusieurs images ensemble. Oui, Donc il c'est faut vrai. que Et puis tes en images soient plus, absolument identiques, que l'éclairage soit le même. Donc pour ça, il faut que tu shootes en manuel, que ta mise au point soit la même aussi. Parce que c'est pareil, il faut que ta mise au point soit sur un point fixe et la mise au point ne doit pas changer entre les photos. Sinon, tu vas avoir ton fond qui va être flou. Enfin, qui va être flou différemment. du coup, voilà, il vous faudra un trépied, mais sachez qu'il y a des trépieds qui sont. Enfin, voilà, c'est un prix quand même assez accessible. Si vous souhaitez uniquement acheter un trépied standard sans avoir un bras enfin, en prolongement, le prix est quand même assez accessible. Oui, voilà, Enfin, je tu te pense que trouves voilà, tu le avec un confirmeras. trépied à 30 euros assez Voilà. facilement. Ouais. Donc, on peut commencer comme ça. Et du coup, Génial, ça, ce d'accord. que j'ai Donc, pas précisé non plus, avant de faire tes photos en mouvement, il faut toujours penser à prendre une photo de ta scène vide. Parce que quand tu as fait tes photos, que tu as tes objets séparés avec la pique qui dépasse de l'objet, il faut que tu utilises des différents calques dans Photoshop pour pouvoir effacer les parties qui t'intéressent pas. Et du coup, si tu as mis la photo de base en calque principal de Photoshop, tu as cette photo qui apparaît quand tu supprimes les autres. je dirais qu'il faut voir ça un petit peu comme des couches, entre guillemets, d'un collage photo avec différents. On pourrait imaginer que ça soit un peu des trous. En gros, on découpe ce qu'on aime bien dans la photo. C'est Je ça. sais pas si tu vois un petit peu l'explication. J'essaye de Non, c'est simplifier exactement ça. pour les auditeurs, mais c'est comme, voilà, si vous avez un joli fond et puis après, bah, vous découpez des parties dans des journaux que vous aimez bien et vous collez tout par-dessus. Donc, vous devez forcément avoir un joli fond de base. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut, en tout premier lieu, prendre une photo sans rien, enfin, juste avec le décor, sans les ingrédients. C'est ça. Parfait. Donc, si on récapitule dans l'ordre, il faut donc, pour commencer, un trépied. Il faut que l'appareil reste immobile, que les réglages soient réglés en manuel pour éviter d'avoir des changements de lumière dans dans la photo. Il faut aussi que la mise au point soit réglée manuellement sur un point fixe de la photo. Et donc ensuite, il Voilà. faut la photo vide et ensuite multiples photos avec les objets en lévitation. Génial. Et du coup, justement, pour rebondir sur la photo des crêpes avec les cuillères qui lévitent, est-ce que tu voulais en parler un petit peu plus Est-ce que Non, pas tu voulais... particulièrement. C'était juste pour Non, l'exemple dis-moi. des cuillères où du coup j'avais pris donc la photo fixe avec mes crêpes en dessous. Au final, avait été prise la veille du shooting avec les cuillères. Donc au final, le caramel qui était dans les cuillères n'a jamais touché les crêpes qui étaient en dessous. Donc c'est ça l'avantage aussi Et, avec la flying photo, c'est qu'on peut s'y prendre en plusieurs fois à condition de ne pas bouger le trépied. et puis du coup, là, en l'occurrence, comme tu nous disais, tu as vraiment tenu les cuillères avec le caramel grâce à ces pinces pieuvres. C'est ça, Et puis ensuite, tu as utilisé Photoshop pour tout détourer. rassemblé. Génial.
Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour nos auditeurs qui souhaitent débuter dans la flying food? Comment faire peut-être pour réaliser leur première photo flying food qui soit pas trop compliquée? De commencer simple. Après, ça dépend de la méthode qu'ils choisissent. C'est vrai que s'ils choisissent la méthode du flash ou du grand soleil, ben déjà faire des photos de splash, ça peut être un bon début. Et après, oui, juste de lâcher des objets. Et non, après, si j'avais surtout un conseil pour essayer de rendre la chose la plus naturelle possible, ça serait de ne pas hésiter à avoir des objets flous, en fait, de rapprocher certains objets, en éloigner d'autres, d'avoir vraiment un effet de profondeur et pas Ouais. justement d'avoir tous les objets absolument nets qui donneraient l'impression justement d'avoir une photo plate alors que nous, ce qu'on veut, c'est du mouvement et de la 3D. Voilà, donc jouer aussi sur l'ouverture focale. C'est ça. Moi, enfin, Voilà. pour la Soit, flying photo, je conseille une ouverture assez grande. Après, ça serait vraiment adapté à la taille de l'objet qu'on veut shooter. Là, par exemple, pour des cookies qui doivent faire, je sais pas, 5 cm de large, le but, c'est que le cookies entier soit net. Donc, oui. il faut pas qu'il y ait le devant du cookies qui soit flou, qui soit net sur 2 cm et que ça soit flou après derrière. Il faut essayer de garder au moins une ouverture telle que le cookie soit entièrement net. Après, s'il y a d'autres cookies qui sont devant, qui se retrouvent un petit peu flous ou derrière, là par contre c'est normal. Mais il faut essayer d'avoir au moins un sujet, le sujet principal, qui soit net. Donc là, par Voilà. exemple, Ça, pour le burger, je pense que la photo de burger que j'ai faite, j'étais en ouverture, j'étais à 5, je crois. Alors que pour des petits cookies, j'étais direct à 1,8, je crois. Et c'est justement là, il me voilà. semble que justement j'ai fait cette erreur-là et que j'ai corrigé par la suite. Donc je crois que la plupart, je les fais plus en 1,8 parce que c'est beaucoup trop ouvert. Bah écoute, merci pour cette explication. Et puis du coup, là, tu me disais que tu es un petit peu en train d'évoluer, donc tes dernières photos sont un petit peu moins flying photo. Tu tends vers un autre style? Pas forcément, mais c'est vrai que la flying photo, ça prend pas mal de temps. Et j'aime bien pouvoir raconter une histoire avec mes photos. Et j'ai pas forcément le temps de réfléchir à tout ça en ce moment. Du coup, c'est vrai que les flying photos sont passées un petit peu en arrière-plan. Et comme j'essaie de suivre un rythme de publication de 2 photos par semaine, Oui, j'ai vu que ça a augmenté, n'est-ce pas? non, Parce que bon, au c'est... début, tu faisais une publication, et Ah ouais? puis Non, ouais, je suis au mardi je et crois que vendredi ah depuis ok, un long moment. ah ok, parce qu'au début, il me semblait que tu faisais juste le vendredi. Mais du coup, c'est top. Cadence plus soutenue. Et puis, pour l'instant, c'est vrai que j'ai jamais vu que tu as reposté deux fois la même photo. Ah non, ça par contre, c'est vrai que c'est... Non seulement je reposte pas 2 photos différentes d'un même shooting, mais c'est vrai que j'essaie toujours de faire des nouvelles photos. Bah déjà parce que moi, ça me permet de varier, ça me permet d'apprendre des nouveaux trucs. Et, et surtout, ça permet d'avoir un vrai rythme. Donc j'essaie vraiment d'avoir la phase réflexion, organisation, shooting et retouche dans la même semaine. Et tu dirais que, par exemple, pour arriver au résultat des crêpes ou pour arriver au résultat de la photo de burger, combien de temps ça t'a pris? Ces deux-là, c'était les deux qui m'ont pris le plus de temps. Celle des crêpes surtout parce que c'était la première. Mais je dirais que sur une photo comme ça, oui, je suis à peu près entre 6 et 10 heures de travail. Bon, ça va, c'est c'est conséquent, mais je trouve que quand même pour de la flying photo, Ouais, ça ça reste reste. ok, Après, franchement. c'est surtout la retouche qui est la plus longue parce qu'au final, le shooting en lui-même, ça peut être fait en moins d'une heure, hein. Ok, donc toi, t'es assez efficace sur les shootings. Ouais, à condition d'avoir les trucs qui bougent pas. Là, pour le burger, par exemple, à la base, j'étais parti sur une sorte de perchoir à oiseaux avec tous mes objets superposés les uns au-dessus des autres. Je m'attendais à faire une ou deux photos et puis que ça soit plié. Et au final, ben, les fils sur lesquels je posais mes objets étaient beaucoup trop fins, c'était des fils de couture. Donc au final, ça faisait des trucs qui balançaient dans tous les sens, qui tombaient les uns sur les autres. Donc pour te donner une image, c'était un petit peu comme si tu essayais de te mettre debout dans un hamac, quoi. C'était pas, niveau équilibre, c'était pas ça. Et du Du coup, coup, comment t'avais procédé finalement? mais du T'avais mis à coup, plat. non, quand c'est comme ça, j'avais gardé 2 fils sur lesquels je posais mes objets, mais c'était un par un, quoi.
donc un par un, et je bougeais après l'appareil photo en dessous pour varier l'angle, pour essayer d'avoir les photos prises, les objets qui étaient en haut pris un petit peu d'en bas, les objets en bas pris un petit peu d'en haut, histoire de donner un effet de volume. Mais c'est vrai que oui, c'était pas une partie de plaisir. Ah ouais, gros challenge. J'avais Là, je suis prévu de un peu faire en ça en solo. plan B, mais j'aurais bien aimé que le plan A marche. Ouais. Bon, au moins, déjà, tu as pu appliquer le plan B, t'as pas dû passer au plan C, mais en tout cas, c'est Voilà, vrai donc que ça j'imagine peut que être t'as un conseil pas. supplémentaire pour tes auditeurs, ça peut être toujours d'avoir un plan B. Ça, c'est vrai que c'est toujours bien, je pense, quand vous prévoyez votre shooting. Déjà, comme on en a discuté aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que je fais de réfléchir durant la phase de réflexion, de création, de prendre des notes ou de faire un PowerPoint, quelque chose, en fait, de manière à déjà avoir une idée assez précise du shooting. Et comme ça, le jour même, non seulement vous économisez du temps, et ensuite, vous n'êtes pas stressé si tout d'un coup quelque chose ne se passe pas comme vous voulez parce que vous avez déjà un petit peu une trame, vous avez éventuellement d'autres idées d'angle de prise de vue ou ce genre de choses. Donc ça peut vous permettre de rebondir et aussi de laisser encore cours, je dirais, à une part de créativité supplémentaire durant le moment du shooting. C'est ça, Ravi que tu valides. je valide à 100%. Et puis, c'est vrai que j'aurais aimé encore juste parler de deux points. Le premier, c'est le storytelling, parce que c'est quelque chose que je vois que tu fais énormément dans tes photos. Donc, tu essaies vraiment à chaque fois de raconter une histoire autour de la photo. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Mais du coup, le storytelling, ça serait vraiment la troisième étape dans les deux étapes que je t'ai données avant. Ça serait vraiment toute la partie rédaction de texte autour de la photo dans Instagram, parce qu'après, moi, je les publie que sur Instagram. Pour moi, la photo, c'est vraiment un moment figé dans le temps. Donc c'est dur de raconter une histoire avec. Donc j'aime bien raconter soit ce qui s'est, soit un petit peu les déboires que j'ai eus avec la prise de photo ou la retouche, ou la réflexion qui m'a permis d'arriver à cette photo-là. Mais j'aime bien raconter tout ce qui s'est passé à côté, histoire de donner un petit contexte. Ouais, bah, je suis super d'accord. C'est vraiment intéressant. Moi aussi, quand j'ai des petits problèmes de temps en temps, notamment avec mon macaron raté, je pense que c'est toujours sympa et en général, ça plaît vraiment notamment sur Instagram à nos abonnés. Et puis, le storytelling. Alors, donc, j'imagine forcément que tu y penses déjà dans la première phase de la création. Et est-ce que justement, quand tu es dans cette phase de réflexion, de création, tu as déjà presque ton storytelling en tête fait? Avec limite le wording Instagram? Ou alors, est-ce que tu as un petit peu une idée du storytelling et que c'est seulement ensuite, dans la dernière phase, que tu vraiment mets les mots sur ton idée? Alors non, c'est souvent, en général, le storytelling me vient après même la prise de photos. Donc souvent, c'est quelque chose que j'invente au fur et à mesure quand je fais mon texte sur Instagram. J'ai mes photos qui sont prêtes. Et donc là, j'ai l'histoire qui me vient en freestyle. Donc des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, donc des fois je recommence. Mais en général, oui, ça arrive assez facilement. Ouais. J'ai Génial. une imagination assez débordante. Oui, j'ai Donc c'est vrai. constaté ça. Donc c'est vrai Non, qu'en mais c'est général, la top. limite des 2000 mots d'Instagram, je les atteins assez vite. Et du coup, pour planifier tes posts, est-ce que tu fais ça de manière spontanée, manuelle, ou est-ce que tu utilises un logiciel de planification? Alors c'est pareil, c'est complètement freestyle en ce moment, mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'organise un peu plus. Déjà, il faudrait que j'arrive à avoir des photos d'avance, parce que pour l'instant, je suis un petit peu en flux tendu. J'arrive quelquefois à avoir une ou deux photos d'avance, donc avoir une semaine d'avance, mais c'est rare. C'est rare et souvent, j'en profite pour faire autre chose cette semaine-là, et donc je rattrape mon avance assez vite. Bon, après, c'est vrai que c'est la raison pour laquelle aussi je te posais la question par rapport à la réutilisation des photos, parce qu'il y a quand même pas mal de créateurs de contenu qui réutilisent plusieurs fois les mêmes photos, ou alors soit la même photo, soit des photos pardon, issues du même shooting. C'est vrai qu'au début, c'est quelque chose que je faisais pas du tout, et j'avoue qu'ensuite, simplement par manque de temps, parce que c'est quand même un peu compliqué vu que moi je poste une fois par jour. Donc on a aussi cette option de réutiliser des photos qu'on a déjà voilà, postées, mais tout dépend de la stratégie. C'est vrai que toi, du coup, tu es plutôt dans un processus créatif, donc ça fait peut-être pas forcément sens. Mais voilà, à savoir pour nos auditeurs, si vous voulez poster une photo par jour et que vous n'avez pas forcément assez de temps à disposition, vous pouvez aussi réutiliser certaines photos ou réutiliser des photos similaires d'un même shooting. Enfin, moi, en tout cas, c'est
mon avis. Je sais pas trop ce que tu en penses sur En la fait, je pense question. que ça dépend vraiment le rythme de publication. Je sais que toutes les personnes qui sont à une photo par jour ou une photo tous les 2 jours, au bout d'un moment, je pense que t'as pas le choix. Et puis, il faut voir aussi que tu as des auditeurs, enfin, t'as des abonnés qui arrivent, qui n'ont pas forcément vu toutes tes photos. Et donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de les revoir. Après, ça, je pense que c'est à faire quand tu as une certaine cohérence dans tes photos. Là, par exemple, si moi je ressortais des photos que j'ai faites au début, et forcément, ça rendrait pas super, quoi. Quand tu évolues rapidement entre chaque photo, je pense pas que ça soit trop faisable de récupérer des vieilles photos et de les ressortir. Après, si ton style Oui. reste quand même le même et que les photos sont assez simples entre guillemets, je pense que tu peux réutiliser facilement des photos, que ce soit des photos saisonnières ou des photos dans le même thème que celles que tu as déjà postées. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, pareil. Bah, quand tu remontes dans mon feed, moi-même, je suis pas à l'aise de ce que je faisais avant, mais forcément, enfin, pareil, j'avais aussi commencé avec un téléphone portable. C'était juste un hobby, donc voilà. Mais bon, en gros, je pense que c'est important aussi pour les personnes qui nous écoutent de savoir ça, que finalement, bah, quand on commence, tout le monde commence. Donc, il faut bien commencer quelque part, et je pense qu'il faut pas non plus avoir honte ou se stresser de poster des photos Ah non, c'est ou sûr, il même faut pas avoir honte. après supprimer par derrière ces photos. Moi, personnellement, je trouve ça dommage. Je pense que c'est bien d'être fier de son évolution et de pas non plus Ah non, se il faut les gêner. assumer ces photos. Et puis Exact. ça permet aux gens qui arrivent aussi de voir ben, par où tu as commencé et où tu en es arrivé à l'instant T. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et puis, est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil, du coup, pour nos auditeurs qui souhaitent se lancer dans la photo, donc de manière générale, hein, pas spécialement la flying photo? Dans la photo en général, ben, je pense que le conseil principal, c'est de prendre du plaisir à prendre les photos. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, ben ça sert à rien. On s'améliore pas et on peut pas rendre des photos jolies si nous-mêmes on n'a pas envie de les faire. Donc je pense que une photo culinaire, par définition, il faut qu'elle donne faim. Il faut que la personne qui voit la photo se dise que il a envie de manger ce qu'il y a ce qu'il y a dans l'écran, quoi. Donc, ça déjà, ça serait un premier conseil. Après, je pense qu'il faut chercher de l'inspiration et pas forcément que dans la photo. Il faut regarder tout ce qui se fait autour, dans les photos lifestyle, dans les films, dans les magazines, parce que des fois, on tombe sur des publicités dans les magazines qui donnent envie et qui donnent des idées. Et surtout, pas hésiter à aller énormément sur YouTube pour chercher pas forcément des idées, mais plutôt chercher des techniques pour réaliser certaines idées. Bah écoute, parfait. Merci pour ces conseils. C'était très utile. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est vraiment des conseils hyper pertinents qui pourront vraiment aider nos auditeurs à se lancer ou en tout cas à continuer sur le chemin de la photo culinaire. Et je rebondis encore une fois, Ah oui, surtout tout ce qui permet de s'améliorer en technique de prise de photo. Donc tout ce qui est mode manuel de l'appareil photo, tout ce qui est correction et réglage avec des photos brutes. Surtout, c'est super important de prendre en photo avec des photos brutes. exact. Donc, par exemple des fichiers RAW, ce genre de choses. Voilà, ce qui permet de pas forcément avoir une super exposition lors de la prise de photo, mais de pouvoir rattraper les dégâts si jamais il y a besoin. C'est Voilà, ça. l'idéal, c'est d'avoir déjà des bons réglages, une bonne lumière naturelle lorsque vous faites la photo. Comme ça va vous faciliter quand même la vie. Mais au cas où, comme tu disais avec les fichiers bruts, si on a un problème de lumière ou ce genre de choses, ensuite on peut rattraper ça durant la phase de retouche sur Lightroom. C'est ça, ou une mauvaise balance des blancs, ça est vite arrivé. Ce genre de choses, ça peut être corrigé, quoi. Exact. Bah écoute, je te remercie pour ton temps et pour toutes ces informations sur Avec la plaisir. famille photo. Et puis du coup, bah, peut-être à bientôt dans un prochain épisode. Ça marche. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant.
Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google My Sweet Discoveries, guide Instagram. My Sweet Discoveries, en 3 mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et sweet journée.